Donc la technique numéro 1 que j'avais illustrée avec la technique de Aude What the Fake, c'était le spectacle. J'ai déjà mentionné l'exemple dans la vidéo d'Aude What the Fake. Elle va se rendre sur les Champs-Élysées, elle va parler à deux gardiens d'immeubles et elle va en conclure qu'il s'agit d'une fausse adresse, et avec l'aspect caméra cachée, investigation, on a l'impression qu'on parle d'un truc super mystérieux, alors qu'en fait on se rend dans un accueil d'immeuble accessible à tout le monde, on parle aux gardiens qui sont au rez-de-chaussée. Le niveau de l'enquête ici, il est très minimal. Le modèle mental, si vous voulez comprendre la technique psychologique que j'appelle le spectacle, il faut imaginer un magicien. Le tour de magie fonctionne de la manière suivante. Il y a un truc qui est en train de se passer et il y a une distraction. La chose la plus simple, c'est ça. Donc, il y a une carte qui est en train de passer d'un point A à un point B et il y a une distraction. C'est pour ça que le magicien vous fait toujours tapoter des choses, regarder, ouvrir, vérifier. Il y a toujours un truc qui se passe. Et en vérité, le magicien est toujours en train de diriger votre attention vers une certaine chose et en train de faire quelque chose par ailleurs. Il est en train de déplacer la carte, il est en train de faire une manipulation à droite à gauche et vous ne le voyez pas parce qu'il y a toujours cet aspect spectaculaire. Il y a toujours des effets de cap, il y a toujours des effets de fumée, des effets de lumière, des effets de trucs. On est en train de manipuler quelque chose, on dit une formule magique. Toute la formule magique, abracadabra, je bouge ma baguette. Évidemment que ça n'a pas d'impact, mais ça existe parce que c'est une distraction. C'est quelque chose qu'on va faire qui va attirer votre attention pendant que toute l'habilité du magicien se trouve à faire quelque chose pendant que vous n'êtes pas en train de surveiller. Donc la magie, en fait, le plus simple, c'est ça. Donc le spectacle dans une vidéo, c'est de rendre quelque chose amusant et intéressant, diriger l'attention des gens vers votre vidéo. Ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. C'est un élément qui est utile pour prendre quelque chose qui n'a rien à voir avec YouTube quand vous avez une résistance psychologique que vous voulez lever. Et un exemple intéressant de ça, c'est le gourou de développement personnel Tony Robbins a dans ses séminaires un exercice très connu qui est que vous allez marcher sur des charbons ardents. Donc il met un lit de charbon ardent et vous allez traverser pieds nus le lit de charbon ardent. L'élément intéressant ici, c'est que n'importe quelle personne en fait a les capacités de traverser un lit de charbon ardent. Comme ça, c'est quelque chose qui a l'air extrêmement impressionnant et impossible. On se dit, si je marche là-dessus, mes pieds vont cramer, je vais tomber dans le truc et je vais brûler et je vais être une torche humaine. En réalité, voilà, la somme de vos pieds, la selle de vos pieds, le bas de vos pieds, je ne sais pas quel est le terme exact, est suffisamment solide pour pouvoir traverser les charbons ardents, donc il n'y a pas de problème pour ça. Et il y a même eu des gens qui ont critiqué Tony Robbins en disant, c'est du pur spectacle. En réalité, c'est pas vraiment Tony Robbins qui vous a appris comment traverser les charbons ardents. Et bien sûr, le principe, ce n'est pas que Tony Robbins vous a donné le pouvoir de traverser les charbons ardents. L'utilisation des charbons ardents, c'est tout simplement une démonstration spectaculaire. C'est l'idée de dire, à la fin de ce week-end, vous allez traverser les charbons ardents et regardez comme ça fait peur. Et tout d'un coup, vous avez quelque chose de très physique, de très immédiat, vous pouvez sentir la brûlure sur vos pieds. Et en contraste, les exercices psychologiques de développement personnel que Tony Robbins va vous demander de faire tout au long du week-end ont l'air moins intimidants. Et une fois que vous aurez traversé ce charbon ardent, vous aurez cette inspiration de dire « Waouh, je peux faire plein de choses que j'aurais jamais pensé pu faire ». Évidemment, vous pouvez le faire même sans aller chez Tony Robbins, mais dans ce contexte, avec cette démonstration, avec ce spectacle, ça construit une idée que vous pouvez dépasser vos limites. Un autre exemple, sans aller sur quelque chose de physique, sur du charbon ardent, ça serait le storytelling personnel. Ici, je vais prendre l'exemple de la séduction, ou plutôt des hommes qui pensent que les femmes ne vont jamais s'intéresser à eux. Il y a un certain nombre d'hommes qui pensent que voilà, je suis un peu un loser, je suis pas assez beau, je suis pas assez grand, je suis pas assez drôle. Et donc les femmes vont jamais s'intéresser à moi. Je serai toujours un peu tout seul. Et pour ce genre de personnes, c'est une croyance qui va être ancrée très profondément. C'est quelque chose qui va devenir une partie de leur identité. Donc, le problème, c'est que c'est très compliqué de faire changer aux gens d'avis sur un sujet quel qu'il soit. Vous ne pouvez pas attaquer directement les croyances des gens parce qu'à cause du biais de confirmation, ils vont se sentir tellement accrochés à ces croyances. Toute leur expérience de vie les a conditionnés à penser que les femmes ne s'intéressent pas à eux. Et c'est pas en faisant un argument, vous, qu'ils ont rencontré depuis 3 minutes, que vous allez les convaincre qu'ils peuvent peut-être changer et s'améliorer. Donc maintenant, ce que vous devez faire, c'est avoir un élément spectaculaire qui va détourner leur attention de leur histoire personnelle pendant ne serait-ce que quelques minutes et attirer leur attention sur autre chose. Donc si vous êtes Tony Robbins, vous avez des charbons ardents. Si vous n'êtes pas Tony Robbins, vous pouvez raconter votre histoire. Et quand vous racontez votre histoire de manière poignante, de manière émotionnelle, d'une manière avec laquelle les gens peuvent s'identifier, ce qui va se passer, c'est que pendant un instant, pendant quelques minutes, ils vont oublier leurs propres problèmes et ils vont penser à vous. Ils vont penser à votre histoire, ils vont penser à vos problèmes. Et pendant cette période,
tout d'un coup, ils n'ont pas de croyance aussi ferme sur qui vous êtes que sur qui eux sont. Et donc, vous avez cette petite fenêtre où vous pouvez peut-être introduire de nouvelles idées, introduire peut-être l'idée que les relations interpersonnelles, c'est comme le sport, c'est comme le dessin, c'est comme n'importe quoi. Si vous pratiquez, vous allez vous améliorer. Une idée qui, au final, quand je la présente comme ça, a l'air évidente. Toute compétence, on la pratique, on s'améliore. Et donc, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'améliorer dans le domaine des relations interpersonnelles, des relations amoureuses? Mais si vous présentez cette idée de manière confrontationnelle à la personne et que vous allez attaquer de front son biais de confirmation, la personne va se sentir agressée par cette idée. Puisque si vous y pensez du point de vue de la personne qui n'a jamais pu sortir de cette douleur, quand vous présentez l'idée de cette manière, ça vous dit que si tu es nul avec les femmes, c'est de ta faute. C'est parce que tu n'as jamais pratiqué, c'est parce que tu n'as jamais appris. Et tout d'un coup, vous rendez la personne responsable de sa douleur. Alors que juste avant, elle avait un bouc émissaire bien choisi, que ce soit les femmes sont toutes obsédées par l'argent, ou que ce soit j'ai pas eu les bons gènes et je suis pas assez beau, je suis pas assez grand. Et vous lui prenez son bouc émissaire et vous lui rendez une partie de son autonomie, ça fait mal et la personne aura du mal à l'accepter. Et pour ça, le storytelling personnel, d'avoir quelque chose de spectaculaire, d'avoir votre histoire où vous étiez au fond du trou et vous avez appris quelque chose, vous permet de faire passer des nouvelles idées à une personne qui, si vous les aviez données de manière frontale, y aurait peut-être été réfractaire. La démonstration spectaculaire, c'est quelque chose qui a une application beaucoup plus large en matière de marketing. C'est une image forte dont le prospect va se souvenir. Donc, il y a une histoire, et je ne suis pas sûr que cette histoire ait vraiment existé. Il est possible que ce soit une histoire apocryphe, mais je pense que ça illustre très bien l'idée du premier vendeur d'aspirateurs en porte-à-porte. Maintenant, imaginez un aspirateur, la manière dont ça fonctionne. Vous avez un truc qui est sale, il y a de la poussière, vous prenez l'aspirateur, vous le passez et vous avez aspiré toute la poussière. Il y a un truc viscéral, jouissif, à passer un coup d'aspirateur sur un truc bien poussiéreux. Vous voyez cette sensation de choup, c'est presque magique, quoi. On pourrait pas l'expliquer, on pourrait pas le faire visualiser à une personne qui l'a jamais vu. Maintenant, vous êtes vendeur d'aspirateurs en porte-à-porte. Comment est-ce que vous allez démontrer ça? Vous pouvez pas vraiment l'expliquer. La seule manière de le faire, c'est d'arriver avec un sac de poussière, de verser le sac de poussière sur la moquette de la personne à qui vous allez vendre, de votre prospect, de sortir l'aspirateur et de nettoyer, et de faire floup. Et d'un coup, la personne a vu de ses propres yeux la manière dont ça fonctionnait. Peut-être même encore plus fort, vous faites utiliser l'aspirateur par le prospect. De cette manière, le prospect lui-même a eu l'expérience directe de la puissance incroyable de l'aspirateur. Pour nettoyer une moquette, imaginez nettoyer une moquette avec un balai, c'est compliqué. Avec un aspirateur, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Est-ce que cette histoire a vraiment existé? Je ne sais pas exactement, mais si vous gardez cette histoire en tête, de certaines choses ne peuvent pas être expliquées, certaines choses doivent être démontrées, vous le voyez partout. Un endroit où on le voit tout le temps, c'est les pubs de lessive. Les pubs de lessive ou plus généralement de produits d'entretien ont toujours cette idée il y a la gazinière qui est bourrée de graisse complètement cramée, dégueulasse, et la personne va prendre une éponge, un peu de produit, et choup, ils vont passer, et sur la trace exacte, vous savez, sur l'arc que la personne a fait avec sa main sur la gazinière, c'est parfaitement propre et c'est étincelant. Bon, évidemment, dans la pratique, c'est pas exactement comme ça que les produits d'entretien fonctionnent, mais c'est une image qui est viscérale et on s'en souvient. Vous voyez, quand je vous dis ça, on voit directement l'image. Et il y a aussi d'ailleurs des pubs de lessive. Alors, ça date un petit peu, mais il me semble que quand j'étais petit, je voyais ces pubs-là où il y avait une personne qui était comme ça à un café en train de prendre un café. Il y a une personne qui arrive et qui se met à lui balancer du ketchup sur son polo blanc. Et évidemment, il balance du ketchup, du café. Il salope complètement le polo. Et après, on va nettoyer le polo dans la lessive. Waouh, vous l'avez nettoyé en seulement 2 coups de lessive. C'est incroyable. Autre exemple, et on est encore une fois dans la même dynamique, toutes ces marques de téléphone qui vous disent pas mon téléphone est échange. Ils vous disent voilà, le téléphone, un seau d'eau, ploup. Voilà, démonstration faite, j'ai même pas besoin de vous dire ce que c'est, vous avez compris directement. Autre exemple, encore une fois, il y avait eu cette vidéo virale d'un conducteur de Tesla qui est dans les embouteillages totalement endormi au volant. Le mec est évanoui, quoi. Il est là en train de ronfler, il a de la bave qui lui coule et sa voiture se conduit toute seule dans les embouteillages. C'est une démonstration spectaculaire du système d'autopilote de Tesla. Parce que, on peut vous dire la voiture se conduit toute seule, mais avoir vu quelqu'un endormi au volant et la voiture se conduit toute seule, c'est beaucoup plus spectaculaire. On se souvient de cette image précise. Même chose sur les vidéos de prévention, sur les paquets de cigarettes, les vidéos de sécurité routière. Même chose sur le fait que beaucoup de gens ont peur d'avoir un crash d'avion, parce que c'est quelque chose où on a une image très spectaculaire de ce à quoi un crash d'avion ressemble. À la fois dans l'actualité et à la fois dans tous les films où il y a eu des crashs d'avion.
Et donc, c'est une image qu'on peut facilement se représenter. Versus d'autres dangers qui sont un peu plus ésotériques, dans lesquels on n'a pas de démonstration spectaculaire de ce à quoi ça pourrait ressembler. Au niveau du spectacle, c'est aussi quelque chose auquel il faut faire attention. Parce que le spectacle est efficace si ça vous permet de faire passer votre message de manière plus puissante. Mais dans pas mal de cas, ça peut être une distraction. C'est-à-dire que notamment, les marketeurs débutants qui ont peur de ne pas attirer l'attention des gens, de ne pas pouvoir garder l'attention des gens, vont avoir tendance à rajouter du spectacle pour essayer de garder l'attention des gens. Mais ce faisant, ils distraient le focus de leur message. Donc, l'exemple le plus simple ici, c'est vous avez une page de vente, vous écrivez du texte, vous expliquez votre produit. Vous relisez votre page, vous dites voilà, bon, c'est pas mal, mais est-ce que les gens vont vraiment lire autant de texte? Déjà, quand vous commencez à vous dire les gens vont pas lire autant de texte, c'est déjà un mauvais signe. C'est mal parti. Mais votre solution, ça va être de rajouter plein de visuels cool sur la page, qui vont être un peu flashy, qui vont ajouter de la couleur. Et vous revoyez votre page et dites, ah, voilà, là, ça a l'air cool, ça a l'air joli, il se passe plein de choses au niveau du design, c'est coloré, c'est bien, donc les gens vont lire ça. La réponse, c'est qu'à moins que vos visuels soient choisis de manière extrêmement tactique et stratégique, probablement vos visuels sont une distraction du message de la page. Donc si vous avez juste des visuels un peu génériques de personnes qui se serrent la main, de personnes qui sourient dans une salle de réunion, de personnes qui... Vous savez, cette image où c'est un coucher de soleil, il y a une personne qui est en train de sauter avec les bras et les jambes écartés, et limite en dessous, il devrait y avoir marqué une citation inspirante du type « N'abandonnez jamais vos rêves, tout est toujours possible, vous allez pouvoir marcher sur des charbons ardents ». En réalité, cette image-là, à moins qu'elle rentre directement dans le message de votre page, est une distraction. Et du coup, effectivement, l'image est plus flashy que le texte en lui-même. Mais la conclusion, c'est que les gens vont pas vraiment lire le texte ou vont être distraits du texte. Et au final, votre message ne va pas passer. Donc, si vous utilisez des visuels, par exemple, sur une page de vente, c'est important de choisir des visuels qui renforcent directement le message. C'est pour ça que sur mes pages de vente, comme le message, c'est pas de dire vous allez vivre au bord de la piscine, je mets pas d'image de gens qui sont en train de bosser sur l'ordi au bord de la piscine. Même si dans la pratique, si vous appliquez mes conseils et que vous devenez entrepreneur sur le web et que vous avez envie de vivre au bord de la piscine, vous allez pouvoir bosser au bord de la piscine. Je veux dire, dans la pratique, c'est possible. C'est pas faux en soi de mettre cette image. Mais le problème, c'est que comme mon message ne tourne pas autour de cette idée-là, ça détruirait mon message. Au contraire, bien sûr, il y a certaines personnes qui vous vendent des formations pour devenir riche rapidement. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant de mettre des images de Lamborghini puisque ça renforce le message. Mais dans mon cas, c'est pas le cas. Et donc, dans mon cas, les seuls éléments visuels que je vais mettre sur ma page de vente sont des éléments qui vont être du coup pas aussi intéressants visuellement. Ça va être des graphiques sur les aspects marketing, sur les taux de conversion. Ça va être des exemples de screenshots de pages que j'ai fait ou de business qui sont intéressants, qui soutiennent du coup mon argument. Si vous regardez mes vidéos YouTube, je vous montre pas mal de visuels pour garder votre attention, mais c'est toujours des choses qui doivent renforcer ce que je suis en train de dire. Si je vous montre un visuel qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire ou qui a une relation assez tangente par rapport à ce que je suis en train de dire, 50% de votre attention va être sur le visuel et 50% va être sur ce que je vous dis. Donc du coup, j'ai été à l'inverse de mon objectif. Finalement, est-ce que moi, j'utilise la technique du spectacle dans ma vidéo? Bien sûr, j'utilise la technique du spectacle dans la mesure où je montre quelque chose pour pouvoir parler de mes techniques psychologiques. Donc, je pourrais vous parler de manière fade de 3 techniques psychologiques pour manipuler les gens. Technique numéro 1, le spectacle. Donc, en un sens, vous pourriez dire que le simple fait de prendre un exemple à analyser, c'est déjà une démonstration spectaculaire, en fait, de mon analyse et des techniques que je présente. Et ça, c'est vrai. Ensuite, il y a relativement peu d'utilisation du spectacle dans cette vidéo, puisque je pense que mon message de base est assez fort et suffisamment intéressant. Et le drama inhérent dans le fait d'avoir une journaliste qui peut-être est en train de dénoncer un innocent est suffisamment fort pour que je n'ai pas besoin de mise en scène supplémentaire là-dessus. Je dirais qu'il y a une mise en scène vraiment dans la vidéo. C'est la partie où je vais citer de mémoire un passage de Tintin. Donc, pour remettre en contexte par rapport à cette vidéo, Tintin joue un rôle inattendu dans cette affaire, dans le sens où la chaîne La Main Fâchée prend son titre très probablement d'une BD de Tintin. C'est le Temple du Soleil. C'est un passage où Capitaine Haddock va énerver un lama et le lama va lui cracher dessus. Et il y a un Péruvien, il me semble que ça se passe au Pérou, je peux me tromper, il me semble que c'est un Péruvien qui dit quand lama fâché, lama toujours faire ainsi. Donc il y a cette citation de Tintin et la question c'était est-ce que c'est vraiment plausible que 2 personnes différentes en France se souviennent de ces citations de Tintin? Et à mon sens, oui, parce que moi j'ai grandi dans des baraques où
À l'époque, on n'avait pas Internet, souvenez-vous. Quand moi j'ai grandi dans les années 90, on n'avait pas Internet, on n'avait rien à faire pendant l'été. Et vous étiez là pendant 3 semaines coincés dans une baraque. Et je peux vous dire que des Tintins, des Gaston, des Spirou, des Black et Mortimer, j'en ai mangé quoi. J'en ai lu, je les ai tous lus en long, en large et en travers. Et donc j'ai une bonne connaissance des différents albums de Tintin et des citations. Et notamment, en plus des BD, j'avais une VHS, la VHS du Lotus Bleu. Et dans le Lotus Bleu, il y a cette citation qui est, il y a un personnage qui veut tuer Tintin. Et il nous dit, Lao Tzu a dit qu'il faut trouver la voie, mais avant ça, je dois vous couper la tête. Voilà. Une citation... elle m'a marqué à vie, voilà, c'est comme ça. On peut être marqué à vie par une citation de Tintin, je ne sais pas quelles sont les séquelles psychologiques exactement, mais le fait de pouvoir moi-même citer dans ma vidéo de mémoire cette citation de Tintin a cet effet de démonstration spectaculaire, de dire voilà, si moi-même je peux me souvenir d'une citation de Tintin, et c'est pas la seule d'ailleurs, mais c'est celle qui m'a le plus marqué, est-ce que c'est plausible que 2 personnes aient cette coïncidence? Effectivement, c'est une coïncidence qui est forte, d'avoir utilisé la même référence au Temple du Soleil. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.